Bonjour à toutes et à tous. Alors donc nous on commence une table ronde. Comment espérer dans notre société, à travers les difficultés, malgré les difficultés de notre société, de nos organisations collectives. On va parler dans cette table ronde avec 4 responsables associatifs, on va parler de la façon dont on peut travailler avec les personnes en précarité. Donc on va parler de pauvreté, peut-être de pauvreté avec un S, parce qu'il y a plusieurs formes de pauvreté aujourd'hui, des difficultés d'accès au logement, à l'alimentation, à l'emploi, mais aussi on va parler de bien-être, de mobilité, et puis du lien entre toutes ces problématiques et les problématiques environnementales, la crise climatique et écologique qu'on traverse aujourd'hui. Alors je vais vous présenter rapidement nos 4 invités. Et comme Dominique disait, ça m'a amusé parce qu'il y a des histoires de génération. On a 4 responsables associatifs. Je vous laisse deviner, comme ça vous fait un petit quiz pour commencer. Il y a une de ces associations qui a 23 ans, une qui a 40 ans, 41 ans, une qui fête ses 80 ans cette année, et puis une qui approche de ses 200 ans. Donc vous verrez, vous allez deviner facilement. Je commence à vous présenter nos invités. Donc au bout, Alexandre Fachin, responsable de l'association Monde en Marche, donc essentiellement sur des problématiques de logement, vous allez nous le dire un peu plus, qui est basé dans l'Essonne. À côté de vous, Bertrand Droulers. Bonjour, donc la Société Saint-Vincent-de-Paul, vous êtes le président pour le département de la Société Saint-Vincent-de-Paul. À côté, Didier Durier, du Secours catholique, président national du Secours catholique, depuis un an ou 2 ans. Et puis, juste à côté de moi, José Brandoli, qui est le président aussi, je sais plus si c'est le président, responsable des Restos du Cœur pour l'Essonne. Alors, on va essayer de garder un petit temps d'échange à la fin avec vous, enfin pas seulement à la fin, assez rapidement, qu'on puisse discuter de toutes ces problématiques. Mais peut-être avant, je vais vous laisser les uns et les autres nous dire, pas nous présenter toute l'histoire de vos mouvements et de vos associations, mais nous dire un peu comment vous arrivez ici, quels sont aujourd'hui les grands axes de travail, de développement de vos associations et peut-être les défis aussi. Et puis comment vous entendez, même si on y reviendra, le lien entre solidarité et écologie. Alors je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que c'est dans l'ordre où je vous ai présenté? Est-ce que c'est dans l'ordre d'âge? Allez, par l'âge alors. Voilà. Qui sommes-nous? Nous sommes un mouvement chrétien de laïcs reconnu par l'Église catholique. Nos actions reposent sur une double approche, celle de Frédéric Ozanam, promoteur laïque du renouveau de la foi dans les années 1830, précurseur de la doctrine sociale de l'Église, et celle de Saint Vincent de Paul, qui voit le Christ dans les pauvres et les pauvres dans le Christ. Notre mouvement offre à ses membres un chemin d'épanouissement dans la foi en petite équipe fraternelle, dite conférence, qui partagent leur espérance dans la prière et l'action. Nos formes d'engagement, nous avons des moyens matériels, nous avons un centre d'hébergement d'urgence à Juvisy, un accueil de jour, des locaux dédiés, une flotte de véhicules pour les travailleurs sociaux, les transports de marchandises alimentaires et les moyens humains, 13 conférences regroupant 175 bénévoles, sur une 60aine de communes, une permanence d'accueil aux étrangers à Juvisy-sur-Orge. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur Durier. C'est 80 ans, Secours catholique, hein. C'est bon là? Oui. Nous fêtons nos 80 ans cette année. Une situation qui est à la fois réjouissante et compliquée pour nous, puisque nous avons dû faire des ajustements dans notre nombre de salariés, choses qui sont toujours compliquées, mais qui sont nécessaires parce que globalement, le tissu associatif en France est quand même assez généralement en difficulté. Donc nous, depuis notre création, juste après la guerre, notre mission, qui a été confirmée en 2023 de nouveau par la conférence des évêques de France, c'est d'être auprès des plus pauvres, de manière inconditionnelle, d'accueillir toute personne en situation de détresse, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou morale. Et ça, c'est comme ça depuis le début et ça ne changera pas. Donc on est présent sur pas mal de fronts. Ça dépend beaucoup de ce qui se fait dans telle ou telle délégation. Nous avons ici l'ancien et le nouveau président de la délégation de l'Essonne.
Et c'est très important pour nous que ce soit les délégations, on a 72 délégations qui couvrent l'ensemble du pays, qui nous éveillent à ce qui est important pour le territoire où elles sont. Parce que la précarité, la détresse, elle existe partout. Elle existe en Essonne, elle existe à Marseille, elle existe à Mayotte, mais c'est pas la même. C'est important que ce soit les gens du terrain qui fassent remonter au siège et à l'ensemble de la délégation ce qui est important pour le terrain. De manière à ce que nous puissions, nous, quand on parle avec la puissance publique sous toutes ses formes, depuis l'État, la région, le département, la commune, avoir un discours qui fait du sens par rapport à la réalité de terrain. Un des dangers serait de dire, ben voilà notre siège qui est à Paris, on sait très bien que la misère c'est ça, on sait très bien que c'est ça qu'il faut faire, ça c'est faux. Ce qui est important, c'est vraiment d'être à l'écoute, ce qui remonte du terrain. Donc on continue dans cette action-là. Nos priorités aujourd'hui, il y en a plusieurs. L'accès à une alimentation digne et de qualité pour tout le monde. On sait très bien qu'on a beaucoup de gens qui sont victimes de ce qu'on appelle parfois la malbouffe, parce qu'il faut acheter pas cher, et que acheter pas cher, c'est souvent pas de très bonne qualité, et ça crée des problèmes de santé. On est capable d'établir un lien très fort entre, par exemple, l'augmentation du diabète et le fait que les gens sont obligés de manger à peu près n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter. Ça, c'est quand même quelque chose de terrible de se dire qu'on est prêt à dépenser des milliards pour soigner les gens. Alors, c'est très bien de soigner les gens, mais que si on avait dépensé probablement moins de ces milliards à développer une agriculture de qualité par des paysans proches de la terre, qui respectent la création, on aurait évité, on aurait vraiment fait de la prévention sur ce modèle-là. Et donc ça fait partie de nos combats. On en a d'autres, qui ont été cités, le logement, l'accompagnement des migrants, bien sûr, qui reste une grande question. Et voilà, on se renouvelle en permanence en écoutant ce qui revient du terrain. Alors, moi je représente les Restos du Cœur, donc dans l'esprit des personnes, les Restos du Cœur c'est avant tout une aide alimentaire. Mais en fait c'est totalement faux, puisque Coluche, dès 1985, avait mis comme objectif une aide alimentaire, mais aussi une aide à la personne. Et dans l'aide à la personne, ça sous-entend, on parle de migrants, c'est les aider à avoir des papiers, obtenir des démarches, c'est les aider à mieux s'alimenter, c'est également les aider quelquefois en créant des jardins partagés où ils viendront cultiver leurs légumes, ce genre de choses. Et donc ça, c'est la première des choses. Et donc nous, pour l'Essonne, je vais vous donner quelques chiffres qui vont peut-être vous choquer, mais dans l'Essonne, c'est 2 700 000 repas distribués sur la dernière période, c'est 24 000 personnes qui se sont présentées au Resto du Cœur, et on peut en rajouter, puisqu'en fait, il y a des personnes qui n'ont pas d'aide alimentaire parce qu'ils sont hors barème, mais pour lesquelles on les aide, soit à trouver un logement, soit à retrouver un emploi, soit à une aide dans la petite enfance, et aussi on les aide aussi à avoir un bien-être de soi. C'est-à-dire que quelquefois on a des SDF qui sont complètement déroutés, et on les aide à retrouver par des petits travaux, et puis aussi par du bien-être pour soi, c'est-à-dire avoir une coupe de cheveux, une reconnaissance pour ce qui est fait. C'est bien, ce matin, tu es venu, tu as travaillé 1 heure avec nous, mais tu sais, ce que tu as fait, ça nous a beaucoup aidé. Donc c'est ce type de choses que l'on fait au travers de l'aide à la personne. Et pour finir, les Restos du Cœur dans l'Essonne, c'est 750 bénévoles, excusez-moi, pour 2 salariés. Donc, et une dernière chose, tout l'apport que l'on fait au Resto du Cœur est gratuit. C'est-à-dire que quel que soit le type d'aide que l'on apporte, elle est gratuite. Elle est gratuite pour l'aide alimentaire, mais elle est gratuite également pour tous les services qu'on peut amener à côté. C'est-à-dire que, par exemple, pour les sans-papiers, on a un partenariat avec le barreau d'Evry qui vient faire 1 fois par mois ou 2 fois par mois des actions pour que les sans-papiers puissent retrouver. Parce que, comme l'a très bien dit la personne qui est intervenue avant nous, vous avez des personnes qui sont des migrants et qui travaillent, à qui on demande une fiche d'impôt. Parce que tout migrant, aujourd'hui, est obligé de se déclarer aux impôts.
même s'ils ne gagnent rien. Il est obligé de se déclarer aux impôts. Donc ils sont connus. Et donc en fait, nous on les aide parce que quelquefois, quand ils ont un travail, c'est aussi une façon de leur permettre d'accéder à des papiers, à une carte de séjour, pour pouvoir trouver du réconfort. Et ce qu'il faut savoir aussi aujourd'hui, c'est que les migrants, on parle beaucoup du nord et du sud, mais maintenant il faut parler de l'est et de l'ouest. On a énormément de migrants qui nous viennent des pays de l'est. Il faut le savoir, parce qu'ils fuient la guerre, parce qu'ils fuient la répression. Donc ça fait aussi partie des personnes qui arrivent. Il n'y a pas que le sud, bien sûr, mais il n'y a pas que les personnes du sud. Il y a aussi aujourd'hui des personnes de l'est. Et demain, peut-être que nous aurons des personnes qui viendront des îles qui auront été recouvertes. Donc il faut en être conscient. Une dernière chose, pour parler d'écologie, nous, depuis 2 ans, on a mis en place un traitement, on travaille avec des AMAP pour faire des circuits courts. Dans le domaine de l'écologie, la problématique, c'est bien d'acheter des denrées. Nous, on fait du négoce au niveau des restos du Cher, mais quelquefois le négoce il vient de beaucoup plus loin que la France. Et donc nous, aujourd'hui, on travaille sur le fait de travailler avec des AMAP pour avoir des produits, de saison, déjà, premièrement, ça m'a toujours un peu irrité, je dirais, d'avoir des fraises, par exemple, au décembre, alors que l'on sait qu'elles ne viennent pas d'Europe, malheureusement. Et donc, c'est habitué à avoir des produits de saison, et surtout habituer nos populations, qui sont des personnes accueillies, à cuisiner peut-être des produits qu'ils n'ont jamais cuisinés. Par exemple, pour les personnes qui viennent du sud, faire des endives, c'est pas évident pour eux. Cuisiner l'endive, c'est pas du tout évident. Donc on travaille dessus avec des bénévoles qui vont leur apprendre à cuisiner des produits. Donc voilà. En 2003, 5 paroissiens se sont aperçus sur le parking de Lampon-sur-Ange de la basilique, que quelqu'un dormait dans sa voiture. Ils ont acheté un logement, ils l'ont mis dans ce logement, ils l'ont accompagné. Et à travers cet accompagnement, ils ont compris qu'il y avait un certain nombre de freins au logement. Ils n'avaient pas accès au logement social traditionnel. L'honneur, c'était Roland Franchman, il a mené en fait ce combat-là, un poids d'abord. Aujourd'hui, Monde en Marche, Monde en Marche, c'est 3 dispositifs. Les dispositifs logement tremplin, celui d'origine en fait, qui permettent de rebondir vers le logement social traditionnel lorsque l'on est en difficulté sociale et ou économique. Les familles sont accompagnées pendant 1 an, 2 ans, parfois un peu plus, par un travailleur social de l'association et par un bénévole en tant que bon voisin. Il y a quelques années, on s'est aperçu que certaines personnes auraient besoin d'un accompagnement toute leur vie. Et un dispositif est né qui est les pensions de famille. Ces pensions de famille, comme son nom ne l'indique pas, c'est pour des personnes seules. Sans domicile fixe, des personnes qui suivent l'hospitalisation longue, des personnes qui souvent ne sont pas dignes. C'est comme ça qu'elles se représentent. Et donc ces personnes sont dans une pension de famille et vivent au quotidien avec 2 autres de pension. C'est notre deuxième dispositif. Et nous sommes en train actuellement de travailler sur un 3e dispositif qui est un foyer pour femmes victimes de violences à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et on a un dispositif qui est le prototype. On essaye de travailler sur le logement tremplin tout en permettant à des femmes d'arriver, d'atterrir pendant 6 mois et de rebondir ensuite pour lever les freins au relogement et à l'ensemble des violences. Voilà un petit peu ce qu'on fait nous, donc depuis 23 ans maintenant, et on considère qu'effectivement on commence par le toit et toutes les choses autour. Alors, merci à tous les 4 pour cette petite présentation qui donne un peu un aperçu. On voit les synergies, les choses, les liens qui peuvent exister entre vous. On va parler des raisons d'espérer, des motifs, des pistes d'action, des initiatives qui permettent d'avancer.
Avant ça, je voudrais un tout petit peu revenir, puisque Laurent Durier, vous avez évoqué les difficultés actuelles alors, pour le Secours catholique, celles qui ont conduit à un remaniement dans la masse salariale. Simplement, votre avis un peu à tous les quatre sur le moment où on se situe aujourd'hui, où on a l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin en fait, d'aide dans ces domaines que vous avez évoqués, et où peut-être, vous allez me dire votre point de vue, les bénévoles, le bénévolat peine à se renouveler, ou alors sous des formes qui ne sont pas les formes qui existaient pendant de nombreuses années. Et puis peut-être où les dons des gens qu'on sollicite, de nos concitoyens, sont moins nombreux. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que c'est un diagnostic qui est étayé d'après ce que vous voyez? Et puis comment on peut d'abord faire face et puis nous faire un petit tableau de ces difficultés? Peut-être, comme vous avez le micro, M. Fachin. Je garde le micro un petit peu alors. L'association née en 2003, ça veut dire qu'en fait on a eu un cycle de bénévoles. On a des bénévoles qui avaient 60 ans en 2003, qui en ont un peu plus maintenant, certains ont 80 ans, ils sont en pleine forme, d'autres ne le sont plus. Et on a un renouvellement. Et le bénévole qui était là comme l'était un salarié de 9h à 17h n'existe plus. Ils sont désolés ou pas. Mais on a travaillé sur un autre mode de bénévolat, c'est-à-dire lister les missions et proposer des missions qui servent à nos bénéficiaires et ensuite les bénévoles s'inscrivent dans ces missions, ce qui leur permet en fait de venir par la petite porte, par la petite marche comme un escalier jusqu'à s'investir plus. C'est comme ça qu'on a essayé de faire en sorte que ce renouvellement de l'engagement existe parce que tout retraité a envie de pouvoir partir en vacances, de pouvoir accueillir ses petits-enfants. Et donc on travaille également sur cette logique-là. Monsieur Droulers, est-ce que vous voulez... Alors, dans sa globalité, on est à peu près à entre 170 et 180 bénévoles depuis 10 ans sur cette destination de Paul dans l'Essonne. Mais sur les 13 conférences, en fait, il y en a 3-4 qui sont très très actives, qui ont une vingtaine de membres et qui font plein de choses. Mais on en a eu aussi qui ont dû abandonner leurs actions parce qu'elles n'étaient pas assez nombreuses. Et en fait, je reste optimiste parce qu'il y a tout de même des jeunes qui viennent dans les conférences. Et je m'aperçois que pour que nos conférences fonctionnent vraiment bien, il faut tout de même qu'il y ait un appel soit du clergé, soit de la mairie pour nous soutenir. Parce que les conférences qui se sont étiolées, voilà. Je pense que les bénévoles étaient trop vieux et elles manquaient de quelqu'un qui les stimule un petit peu de l'extérieur. Mais autrement, ça va. On regarde à peu près nos effectifs constants. Alors, sur les bénévoles, peut-être que vous avez aussi des choses à dire, mais je voulais aussi amener cette question de l'argent et de la générosité des Français d'abord, d'une part, des Françaises et des Français, et puis aussi de l'argent public, mais qu'on ait un peu une vision générale de ces problématiques. Surtout que vous êtes à un niveau national, alors vous peut-être sur la question de la politique, est-ce que votre mouvement et les autres sont soutenus de la même façon par les pouvoirs publics, ou est-ce qu'il y a des modes de financement et de soutien public qui ont changé? Oui, bénévole, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On observe ça aussi, ce besoin de s'adapter, ou peut-être plus encore nous, la vieille dame de 80 ans. Sur l'état du pays, quand même. On voit, même le dernier rapport de l'INSEE de l'année dernière, on a un taux de pauvreté qui remonte fortement, qui n'a pas été atteint depuis des décennies. On a quand même un besoin énorme. C'est vrai aussi, vous savez qu'on a beaucoup de partenaires à l'international, on fait partie du réseau Caritas, beaucoup de partenaires nous appellent au secours, la précarité augmente et les aides publiques diminuent. En France,
il y a eu beaucoup de coupures dans les subventions d'État, soit pour l'international, soit pour la France, soit en mettant une pression sur les régions, qui fait qu'il est plus difficile aujourd'hui d'être soutenu que par le passé. Pour nous, les subventions, c'est de l'ordre de 10% de notre budget. Dieu merci, c'est pas mortel. Pour d'autres associations, ça l'est. Et très récemment, dans un domaine un peu différent, vous avez vu Greenpeace doit licencier le tiers de ses salariés. On a un problème, la précarité augmente, les ressources diminuent d'un point de vue donateur. Pour ce qui nous concerne, on perd des donateurs, oui. Par contre, on gagne en legs. Le legs ayant, donc les personnes qui décèdent et nous ont couché dans leur testament, le legs ayant un gros problème pour nous, c'est que c'est à peu près imprédictible. Il y a 90% des legs qu'on découvre au moment où le notaire ouvre le testament. Donc, financièrement, avec les réformes que nous avons engagées, on pense atteindre une stabilité structurelle pour pas mal d'années qui nous permet d'accompagner les personnes, de faire en sorte que ce ne soit pas simplement les soutenir pour un coup de pouce, mais les accompagner dans la durée, de faire revivre dans une dimension de personnes humaines reconnues comme telles, comme nous l'enseigne la doctrine sociale de l'Église. D'ailleurs, c'est une des difficultés qu'on a, c'est qu'il est plus simple quelque part de faire simplement une distribution, un soutien. Il est plus compliqué, comme vous le soulignez, d'accompagner les gens dans la durée et de se faire en sorte qu'elles se retrouvent en tant que personnes humaines. Donc la précarité augmente, les soutiens diminuent, mais voilà, on a eu un jubilé d'espérance qui nous permet d'espérer que voilà, cette vague-là, elle va se passer, on va continuer nos actions, comme le font d'autres associations, et d'ailleurs avec lesquelles on travaille souvent. Alors, Monsieur Branly, je vous laisse aussi répondre à cette question, peut-être avec une dimension, là encore, pour essayer d'avancer un peu. Est-ce que si la générosité diminue, c'est que le regard des Français sur les personnes en précarité, sur la pauvreté, a changé? Est-ce que vous, dans votre action, est-ce qu'au Resto du Cœur, vous sentez quelque chose comme ça, ou c'est une idée reçue que je trimballe? Alors, en fait, une association comme la nôtre au niveau départemental, c'est soit on vit avec 70% de subventions. Notre budget, c'est 70%, c'est des subventions. Il faut savoir que l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, quand j'ai pris la présidence, le département a coupé la subvention en 2. L'État nous a coupé la subvention en 2. Donc il a fallu trouver des ressources. Alors nous, on a une chance, c'est que nous n'avons pas beaucoup de salariés. On n'en a que 2 pour 750 bénévoles. Donc on travaille beaucoup, on s'appuie beaucoup sur les bénévoles. Et en fait, on s'appuie également pour tous nos frais de fonctionnement sur des dons que l'on peut obtenir auprès de la générosité. Alors nous, on a une petite différence, c'est que, alors, ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, en termes de générosité du public, nous sommes toujours sur un seuil montant. Bon. Mais ne me dites pas pourquoi, c'est certainement parce que dans l'esprit des gens, les Restos du Cœur, ça représente autre chose que tout ce qui existe aujourd'hui. Peut-être, mais on n'a pas véritablement d'explication. Et c'est également vrai pour les bénévoles. Les bénévoles, nous, on ne souffre pas de problématiques de bénévoles, parce que je vais vous donner un exemple. On va ouvrir un lieu d'accueil alimentaire et puis d'aide à la personne à Tissons, au 48 rue de Juvisy, et on va le voir prochainement. On a 40 bénévoles actifs. Il y en a 70 qui se sont présentés, mais on en a 40 actifs pour animer ce centre. Donc, nous, on n'a pas une véritable problématique au niveau bénévole, et on s'adapte aussi à la génération d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, les retraités, c'est très bien. Moi, je suis retraité, je suis au resto depuis un certain nombre d'années, mais ce qu'il faut, c'est avoir des actifs jeunes. Et pour avoir des actifs jeunes, il faut s'adapter. Parce que les actifs jeunes, généralement, ils travaillent. Donc, il faut s'adapter. Ça veut dire qu'il faut ouvrir le soir, il faut ouvrir le samedi matin, ou le samedi après-midi, voire quelquefois. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive. Alors, je ne dis pas que c'est simple. Moi, je suis responsable départemental. Quelquefois, j'ai des bénévoles qui me disent « Mais attends, José, gentil, mais nous, on ne va pas venir à 18h. » Je dis « C'est pas toi qui vas venir. » Mais par contre, il y a des personnes qui sont disponibles pour venir à 18h. Et il y a une seule chose aussi à laquelle moi j'accorde une très très grosse importance, et je pense que c'est vrai pour toutes les associations, il faut soulager nos bénévoles.
Moi, je ne suis pas pour avoir des bénévoles qui sont multicasquettes et qui viennent soit en retraité, soit en salarié, qui viennent tous les jours. Il faut qu'ils trouvent à l'extérieur un bien-être. Et c'est pour ça qu'il faut, moi je m'attache beaucoup à multiplier les intégrations de bénévoles, parce que c'est ça, pour moi c'est très important. Mais je ne dis pas que c'est facile. Mais voilà. Et alors, juste une chose, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a la chance d'être rattachés de l'association nationale qui compte le 20% de notre déficit. Alors, c'est pas énorme, mais si jamais on a un déficit, ben, l'association nationale vient, mais à hauteur de 20%. Alors, je peux vous garantir, hein, les budgets prévisionnels de chaque année, ils sont complexes. Hein. Parce que là, par exemple, vous voyez, là, le pétrole, c'est une problématique pour tout le monde, mais pour les associations, c'est une très grosse problématique, parce que vous ne pouvez pas aller chercher de la ramasse, vous ne pouvez pas aller chercher des dons alimentaires sans véhicule. Et faire rouler un véhicule, nous on a 23 véhicules dans le département de l'Essonne, ben, il faut quand même avoir les ressources nécessaires. Et ça, c'est une inquiétude, par exemple. Alors, on a entendu là les budgets prévisionnels, la difficulté d'anticiper les legs. C'est une problématique un peu plus générale que toutes les associations et tous les mouvements à laquelle tous ces mouvements doivent faire face. C'est l'articulation entre les différentes temporalités. Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous en dire quelques mots, mais pour comprendre à la fois l'urgence et le long terme. Et l'espérance, elle se situe peut-être, bon, on pourrait dire spontanément dans le long terme, parce que l'urgence, c'est né dans les difficultés, mais quand on préside un mouvement, il faut toujours avoir un coup d'avance, c'est facile à dire. Comment est-ce que vous faites pour articuler ces temporalités différentes, à la fois pour la gestion des difficultés et pour la construction de l'avenir, et puis peut-être même tout simplement, puisque c'est dans le titre de cette table ronde, garder l'espérance ou l'espoir, si on prend un mot peut-être moins connoté. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une chose, nous depuis 30 ans, nous publions chaque année un rapport sur l'état de la pauvreté tel que nous le percevons. On accueille un peu plus d'1 million de personnes chaque année. Ça nous permet de voir des choses, ça nous permet d'avoir une analyse un peu statistique, et c'est utile parfois. Et ce qu'on a observé, il y a du bon et du moins bon. Dans les choses moins bonnes, c'est une augmentation de la défiance. C'est-à-dire que, il y a 30 ans, la pauvreté c'était inacceptable, on était un pays riche, on allait quand même lutter contre la pauvreté. Le Premier ministre, récemment décédé, Lionel Jospin, en 1998, nous écrit à toutes les associations en disant on va faire les grandes lois d'orientation, et il les a faites. Ces lois aujourd'hui sont un peu tombées en désuétude. On voit monter un discours à partir de 2005 où finalement les pauvres, c'est quand même surtout des assistés. On va monter un peu plus tard les migrants qui viennent essentiellement parce que ils sont soignés, ils prennent de bonnes allocations, etc. Ce discours de défiance, il est terrible. On a eu beaucoup plus récemment le cancer de l'assistanat par un homme politique au placé quand même. Et dans le même temps, on voit bien qu'à chaque fois que les conférenciers sont convaincus qu'il y a un vrai problème, il y a une mobilisation. On a eu le tsunami en 2004. On a vu évidemment la Covid, on a vu l'Ukraine, on a vu les ouragans à Mayotte et un petit peu à La Réunion. À chaque fois que les Français sont convaincus que le problème est réel, il y a une mobilisation qui est financière, mais aussi de bénévolat. On l'a vu après la Covid. Et ça c'est important. Au-delà de l'adaptation, ce qui nous donne l'espérance, c'est qu'on voit bien que si on arrive à convaincre que le problème est réel, et c'est pas toujours simple, les gens se mobilisent sous une forme ou sous une autre. Ça peut être un don financier, ça peut être un engagement bénévole. Les deux sont extrêmement utiles. Pour parler engagement financier, nous, notre budget en euros, c'est de l'ordre de 140 millions. La valorisation du travail des bénévoles, c'est à peu près 185 millions. Donc pour 1 euro qu'on reçoit, on en donne 3,5. Ça, c'est quand même des métriques à garder. Je suis sûr qu'on a la même chose dans beaucoup d'associations. C'est peut-être des choses que nous ne mettons pas assez en avant, que le gouvernement réalise ou pas, que le grand public réalise ou pas, mais c'est des choses qui nous donnent l'espérance et la niaque. Il y a 2 ans, effectivement, le département de l'Essonne a coupé ses subventions à l'aide à la pierre, c'est ce qui nous permettait de construire
des logements sociaux. La région, peu de temps après, a également coupé ses subventions d'aide à la pierre, en grande partie. L'État continue de soutenir. Un certain nombre de projets ont été bloqués. Et il a fallu qu'on trouve des fonds. On a fait appel à la générosité du public. On a fait notre première soirée caritative. Ça a regroupé une centaine de personnes, beaucoup d'entreprises, parce qu'on cherchait des gros sons, en fait. Donc on a été chercher les patrons de boîte. Et bingo, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, pourquoi? Parce qu'on leur a expliqué qu'on en avait besoin. C'était pour notre projet de Sainte-Geneviève-des-Bois, le foyer, pour femmes victimes de violences, et elles ont répondu présent. C'est un signe d'espérance pour nous, réellement. C'est-à-dire qu'on a eu des dons monétaires, on a eu également des dons de bénévoles, des dons de temps. On a eu des psychologues qui nous ont proposé de l'aide, on a eu des divers professionnels en fait, qui nous ont dit si vous avez un imprimeur, je serai là, un médecin, vraiment plein de choses. Donc ça, c'est des signes sympas. Par contre, on a actuellement à 200 logements. À chaque logement qu'on ajoute, on a toujours autant de demandes de logement. On a toujours 10 demandes pour un logement. Et ça ne baisse pas. Pourquoi on ajoute des logements à chaque fois? Alors, je vais quand même donner une petite touche d'espérance. Parce que la Société Saint-Vincent-de-Paul est le seul mouvement qui dispose du principe de subsidiarité comme règle essentielle de son bon fonctionnement et de son organisation. Donc là, je reviens un peu sur le terrain. Et pour nous, c'est très important. C'est-à-dire, par exemple, qu'on peut directement aider financièrement et matériellement des démunis qui sont vraiment dans notre commune. Et ça, cela veut dire que les décisions d'aide sont prises au plus près du point d'action. C'est ce qui est appliqué, par exemple, dans nos distributions alimentaires, dont les ressources proviennent de collectes dans les grands magasins de l'Essonne ou de la BAPIF. Et je rajouterai, je suis content d'avoir le président national du Secours catholique à mes côtés, parce que dans ma commune, en fait, on a à peu près les mêmes personnes, on aide les mêmes personnes, ou le Secours catholique et nous. Et comme nous, financièrement, on peut un peu plus aider, parce qu'on est plus libre. En fait, voilà, une piste d'espérance, c'est de continuer à travailler dans un mouvement ensemble. C'est-à-dire ne pas rester un mouvement isolé. Voilà. Donc, de la collégialité. Pour moi, c'est une source d'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire on est plus libre? Pour qu'on comprenne bien, pourquoi vous avez dit on est plus libre sur l'argent pour aider? Oui, parce que les conseils départementaux ont leur propre budget, contrairement aux autres mouvements. D'accord. Et donc, en tout cas, c'est intéressant que vous ayez apporté ce mot de collégialité, travailler ensemble. Évidemment, on a bien compris, on imagine que vous n'êtes pas dans des postures de concurrence les uns vis-à-vis des autres. Est-ce que même il y a des synergies possibles? Comment est-ce que sur le terrain ça se passe entre les Restos du Cœur, par exemple, Monsieur Yonanis et le Secours Cat ou la Société Saint-Vincent-de-Paul? Pour faire simple, il est impossible en tant qu'association d'être en concurrence avec d'autres. C'est impossible pour moi. Mais on travaille en synergie. Prochainement, là, on a un petit souci dans le sud-Essonne, et on va travailler avec le Secours catholique, où ils vont prendre nos personnes accueillies, parce qu'on est, pour des problèmes d'hygiène et de sécurité, on est obligé de revoir le centre, et en fait, on voit avec les secours, parce qu'on est juste l'un à côté de l'autre, c'est le Secours catholique qui va accueillir nos personnes accueillies, et nous, en contrepartie, on va leur donner de quoi les alimenter, parce que il faut être logique. Vous triplez la population qu'ils accueillent, ils n'ont pas forcément l'aide alimentaire en conséquence. Donc nous, on s'organise pour aider l'association avec ce qu'on devrait nous distribuer. C'est pas nous qui allons le distribuer, on va de façon claire. Trois choses importantes. On ne jette rien. On fait bénéficier les personnes accueillies d'une qualité
d'alimentation. Et si jamais on a trop, et ben nous on redistribue sur les associations qui sont proches. Donc on le fait avec le secours catholique, on le fait aussi avec le secours populaire. Donc tout ça, il faut travailler en bonne intelligence. Parce que les personnes qui, eux, il faut qu'ils mangent. Et ils ne mangent pas que l'hiver, ils mangent aussi l'été. Et c'est comme ça aussi qu'on définit un petit peu notre collégialité avec les autres associations. Donc voilà. J'ajouterais juste une chose, c'est que, parce que pour vous parliez de logement, nous, dans l'aide à la personne, on a mis en place, mais ça c'est au niveau des Restos du Cœur, on a ce qu'on appelle un pôle qui s'appelle de la rue au logement. Donc la rue, ça commence par... on fait beaucoup de maraudes dans Paris, mais on n'en fait pas, et ça c'est un exemple, on n'en fait pas dans l'Essonne parce que la maraude, c'est la Croix-Rouge qui l'a fait, et on ne va pas rentrer en concurrence. Donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on met des camions fixes. Alors, il faut savoir qu'une ville comme Grigny, il y a 63% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Donc, alors, on va le mettre là, notre camion. Mais par contre, on ne va pas le mettre au milieu des immeubles. On va essayer de trouver un endroit où les SDF pourront venir s'alimenter. Et ça, moi je dirais, c'est là aussi la collégialité, c'est de savoir ce qui se fait ailleurs, de façon à ne pas doublonner ou pas rentrer en concurrence, mais plutôt venir en complémentarité de ce qui existe déjà. Et pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, et donc pour revenir au logement, nous on a ce qu'on appelle de la rue au logement, on a ce qu'on appelle les Toits du Cœur, et dans l'Essonne, c'est 35 familles accueillies. Alors ce sont des familles qui ont des revenus, mais qui n'ont pas suffisamment de crédibilité pour les bailleurs. Donc ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on fait une convention tripartite où les Restos du Cœur s'engagent à régler le loyer, et nous, on met un locataire avec le bailleur à l'intérieur du logement, qui est donc reconnu, et le locataire, lui, nous verse le loyer à nous. Et s'il y a des petits problèmes de paiement, ben nous, le bailleur ne le voit pas, ça. Mais par contre, le gros intérêt, c'est qu'au bout de... Généralement, il faut compter 3 ans. 1 an et demi, j'y crois, mais que peu, malheureusement. Mais il faut compter 3 ans. Mais des fois, ça peut durer 10 ans. Mais enfin, on essaye de rester dans la limite des 3 à 5 ans. Et en fait, au bout de 3 à 5 ans, on fait ce qu'on appelle, comme ce sont des bails glissants, le locataire va être en prise directe avec le bailleur, parce qu'en fait, il pourra justifier 3 ans de versement de loyer, et le bailleur ne connaît pas l'antériorité. S'il y a eu des petits accidents, on dit pas au bailleur. Mais par contre, ils ont retrouvé de la crédibilité. Et c'est dans ce sens que ça nous apporte énormément de choses. Et à côté de ça, on fait, ce que font certaines maisons de solidarité, on aide des personnes à obtenir un logement. Et on fait toutes les démarches papier, parce qu'ils travaillent, ils n'ont pas de logement. Ils couchent dans une voiture, ou ils couchent, ils prennent des nuits d'hôtel. Donc on les aide à trouver, parce qu'ils ont des revenus, ils peuvent avoir des logements type HLM, et donc en fait on les aide à faire les démarches, parce que pour certaines personnes, c'est pas toujours facile. En plus, tout est numérique maintenant. Si vous arrivez avec votre papier bien écrit, on vous dit ah non, mais attendez monsieur, il faut aller sur le site là, et puis vous remplissez, même si la personne n'est pas numérique. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses. Merci. Juste confirmer, il y a beaucoup de travail sur le terrain, alors rassurez-vous, hein, les délégations, nos délégations ont aussi la main sur ces budgets-là. En fait, le seul sur lequel ils n'ont pas la main, c'est les salaires, et puis les investissements. Donc c'est vraiment, par contre, c'est vrai que, et c'est pour ça aussi qu'on a fait la transformation qu'on est en train de faire, on avait des frais fixes tellement élevés que les sommes allouées pour aider étaient devenues très faibles, voire trop faibles. Donc ça va s'améliorer. Voilà. Oui, on travaille beaucoup ensemble sur le terrain, et des situations compliquées comme celle-là le poussent encore plus. J'étais invité l'année dernière, je participais au laboratoire des Restos du Cœur. On est souvent sur le terrain tout à fait d'accord avec les restos, avec toutes les associations du monde catholique, avec la Croix-Rouge bien sûr. Quelquefois, on a des petites divergences sur la manière d'exprimer les choses. Et je pense que la situation de crise nous permet de converger là aussi. Et c'est important, parce qu'avec toute la modestie qu'on doit avoir, malgré ce qu'on représente comme association, nous sommes un morceau de la réalité.
c'est important qu'on sache exprimer à la présidence, aux ministres, aux élus, aux députés, quelque chose en commun. S'il y a des grosses différences dans la manière dont on exprime ce qu'on ressent de la précarité, c'est immédiatement utilisé par certains qui sont plus ou moins bonne composition pour dire oui, mais l'association machin m'a dit que, et vous dites autre chose, donc je ne sais pas ce qui est vrai. Donc il y a tout un travail qui est en train de se faire sous la pression des événements. Je constate qu'on est plus unis que jamais, même si chacun a ses particularités, chacun a son moteur, son mode de pensée, ce qui est infiniment respectable, mais sur la lutte contre la précarité, contre la pauvreté, je pense que là, on est en train de faire des progrès qui, j'espère, se matérialiseront dans les mois qui viennent. Il y a quelque chose d'autre sur lequel j'ai l'impression que vous êtes un peu tous d'accord, tous les mouvements d'église ou pas d'église qui travaillent auprès des personnes en précarité. L'un d'entre vous, je crois que c'est vous, M. Derry, qui l'avait dit tout à l'heure, c'est la nécessité de partir du terrain, de partir de la parole des plus pauvres, des gens précaires avec qui on travaille, de ne pas arriver en plaquant des expertises, des savoir-faire, mais écouter, laisser remonter les besoins, les désirs. Tout à l'heure, Monseigneur a évoqué à la messe le pape François et ce lien qu'il fait entre clameur de la terre et clameur des pauvres. Comme on est ici dans un festival écologie et solidarité, sur cette question précisément, je voudrais vous entendre tous les quatre, comment sur les questions environnementales, alors vous avez évoqué certains d'entre vous des solutions, travailler avec des ALMAP, donner des choses à manger qui sont locales, de saison, etc. Mais comment est-ce que les gens avec qui vous travaillez, les personnes précaires, les personnes pauvres, isolées, les migrants, ont une parole à nous dire sur ces sujets-là? Est-ce que sur les questions climatiques, environnementales, il y a les gens du GIEC et Valérie Masson-Delmotte, dont Dominique Long n'a pas tout à l'heure, qui savent bien sûr des choses, mais comment est-ce que les plus pauvres sont aussi des gens qui savent de quoi ils parlent, puisque par leur situation, ils voient, ils perçoivent, ils entendent, ils expérimentent surtout des choses. Sur cette question, est-ce que qui veut commencer? J'en profite vachement, j'ai le micro, je fais un peu de pub pour un des derniers rapports qu'on vient de publier, qui est la crise climatique vue par les personnes. Pour nous, c'est dans notre pédagogie, ce qui est important, c'est ce que nous disent les gens. On a réuni à peu près 150 personnes, essentiellement de France métropolitaine ou outre-mer, mais aussi quelques partenaires du Brésil, de Tunisie, de Madagascar. On a écouté. On a écouté ce que les gens perçoivent du dérèglement climatique, de l'impact que ça a sur leur vie de tous les jours, des craintes que ça leur crée, et puis des solutions qu'ils proposent. Et on s'aperçoit que ces gens-là ont beaucoup à dire, sont très conscients et sont les premiers impactés. On a eu récemment l'occasion de discuter avec quelques élus, députés, sénateurs qu'on réunit assez régulièrement. Ces gens-là nous ont dit, mais finalement, les pauvres sont les sentinelles du monde, y compris sur le dérèglement climatique, y compris sur les limites écologiques. Et en fait, ils nous apprennent des choses, ils nous proposent des solutions, ils sont en général très locales, puisqu'ils voient bien le problème tel qu'il est localement. À nous de faire de ces solutions des choses un peu générales. On est malheureusement passé d'une phase, il y a 10 ans, à l'époque des accords de Paris, on espérait éviter, limiter le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on dit plutôt, continuons à faire ce qu'on peut, mais on n'arrivera pas aux objectifs, et adaptons-nous. Les personnes en précarité, les personnes les plus pauvres ont beaucoup de choses à nous dire sur comment s'adapter, comment ça se peut faire. Comme ça a été dit par certains d'entre vous déjà, ils nous apprennent ce qui est nécessaire, qui impactera tout le monde à terme si on ne continue pas à faire les efforts qu'on fait. Donc oui, leur parole est non seulement extrêmement pertinente, peut-être structurée et peut-être utile pour l'ensemble de la puissance publique. Je voudrais rebondir sur la partie logement qui m'anime. Lorsqu'une famille qui a peu de ressources vit dans un logement, ce qu'elle prend de plein fouet, c'est l'énergétique, c'est le chauffage. C'est payer sa facture de charge à la fin du mois ou à la fin de l'année. Et on a choisi, depuis maintenant plusieurs années, parce que c'est des investissements lourds, de surisoler les logements. Et la dernière opération là, qu'on a en projet à Villiers-sur-Orge, on est passé au triple vitrage. On est passé sur l'isolation de 15 cm. De manière à ce que lorsqu'on a un loyer de 5 à 7 euros le mètre carré,
ne se reprenne pas 5 à 7 euros de charge par mois. C'est pas possible, on ne peut pas le faire, on ne peut pas doubler son loyer en charge. Donc beaucoup de logements HLM, c'est comme ça que ça se passe. Donc on a fait en sorte de faire ce qu'on appelle du super PLAI, ça s'appelle comme ça, et on est sur-subventionné par l'État pour ça. Parce qu'on fait en sorte que le forfait charge plus loyer soit plafonné et que le reste à payer pour les familles soit epsilon. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu, mais epsilon. Et voilà, c'est un engagement fort qu'on a au niveau de notre association de faire cela, en plus effectivement du bien manger, qui me parle aussi plus particulièrement dans nos pensions de famille. Pour consommation de poste, c'est un peu plus difficile. Bon, je reconnais que actuellement, je pense que c'est plutôt chaque conférence qui doit essayer de faire qui doit se sensibiliser à ces problèmes climatiques. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire vraiment qu'on ait des solutions pour l'ensemble de tous les anciens en France. Pour l'instant, je pense que c'est plutôt des opérations isolées en fait en France. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Alors, oui, donc nous travaillons beaucoup sur le bien manger et sur l'expérience que nous avons parmi notre population de personnes accueillies, notamment, comme vous le disiez, les migrants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les migrants, aujourd'hui, même s'ils viennent du Sud, ce sont quand même des populations qui ont les moyens, parce que pour traverser, ne serait-ce que la Méditerranée, traverser tous les pays, il leur faut tout de même de l'argent. Donc on a affaire à des populations, contrairement à ce que beaucoup de la population française pense, ce sont des gens qui viennent essentiellement parce qu'on a la sécurité sociale. C'est totalement faux. Il faut le savoir. Ces gens-là, ils fuient soit parce qu'il y a la problématique climatique ou les problématiques de guerre. Donc, mais on a affaire à des personnes qui sont riches dans ce qu'ils peuvent vous apporter. Moi, j'ai essayé de monter, malheureusement, avec la problématique de la pollution, on n'a pas pu le faire, mais on avait l'intention de monter un jardin de proximité. Et je me souviens, il y avait une famille de Pearl, donc ce sont des nomades de subsahariens. Et quand on a eu ce projet, ils sont venus voir en disant, mais tu sais, José, nous, on cultivait là où on était. Et la culture qu'on faisait était beaucoup plus compliquée que celle que tu vas nous proposer. Donc nous, on veut travailler dans ce jardin et on va venir, et on connaît d'autres personnes, on va venir travailler avec vous. Donc ça, c'est l'espoir. C'est-à-dire que si on peut leur mettre à disposition du terrain, si on peut leur mettre à disposition des outils, eh ben, ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à se nourrir par eux-mêmes et ne plus être dans l'assistanat. Et même aller au-delà de ça. Et nous, au Resto du Cœur, on le fait beaucoup. C'est-à-dire que nous, malheureusement, dans l'Essonne, je n'ai pas pu aboutir sur ce projet parce que l'Essonne est une terre agricole, mais surtout céréalière. Et on a utilisé des engrais qui n'étaient pas forcément de bonne qualité, mais qui sont dans la terre pour au moins encore 50 ans. Donc on ne peut pas faire, par exemple, l'artichaut qui a une racine profonde. Et bon, on ne peut pas le faire dans l'Essonne parce qu'en fait, dans certaines dimensions de l'Essonne, il y a des engrais céréaliers qui sont là depuis au moins 20 ou 30 ans et malheureusement ils sont encore là pour au moins 30 ans, voire le double. Donc voilà. Mais on sait par contre que si on peut leur mettre à disposition, et on le voit dans d'autres régions de France, si on peut leur mettre à disposition un carré de terrain qui fait 400, 500, 600 mètres, à Argenteuil, on a un terrain qui fait 600 mètres carrés, qui alimente 2 centres en produits locaux, de saison. Donc voilà. Et par contre, j'ai amené une petite note qui est un peu déplaisante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans la précarité, un enfant qui est dans une famille aujourd'hui dans la précarité,
c'est 6 générations pour que la famille se sorte de cette précarité. Ça, ce sont ces données de l'INSEE. Il faut 6 générations. Alors, il y en a qui arrivent peut-être un peu mieux, mais c'est 6 générations aujourd'hui. Donc en fait, la pauvreté, malheureusement, s'entretient. Et si on ne fait rien, on ne diminuera pas cette problématique. Nous, au Resto du Cœur, on a des fois 3 générations qui sont au Resto du Cœur. On les aide, mais parce qu'ils ont pas de papier, parce qu'ils ils ont travaillé au noir et puis ils ont eu un accident de travail qui a peut être reconnu et ils sont handicapés. Donc c'est ça là. Malheureusement, ça c'est le terrain, comme le disait très bien mon collègue. Ça c'est le terrain, c'est la réalité du terrain. Voilà. Bon, alors, je voulais maintenant savoir si les uns ou les autres d'entre vous avaient des questions. Peut-être, parce que M. Brandly va vous faire réagir, mais peut-être que c'est d'autres choses. Il y a le micro qui peut peut-être tourner. Et puis sinon, on va continuer à discuter, mais c'est le moment pour qu'on essaye de discuter ensemble. Oui, bonjour et merci beaucoup. Je voulais un petit peu réagir par rapport à ce qui a été dit sur les bénévoles et la présentation que vous en avez faite. Je comprends très bien que vu le nombre de ces bénévoles, il y a forcément beaucoup de différences de critères, etc. Mais dans la mesure où on s'adresse, quand on est bénévole, à une population qui a vécu une histoire de fragilité, comme tout le monde, mais je veux dire, il est, à mon sens, extrêmement important d'avoir des éléments de formation avant de s'approcher de ces personnes, de ces enfants. Souvent, je parle aussi pour moi, nous avons des représentations. Nous croyons savoir et nous ne savons pas. Et on est confronté chez nous avec des bénévoles qui témoignent d'une générosité, qui veulent bien venir, voilà, mais avec des limites. C'est-à-dire que, bon, ce sera 1 heure, hein, pas plus. Très bien. On est d'accord. Mais en ce qui concerne l'aide qu'ils apportent, alors c'est pour de l'accompagnement scolaire, hein, bien cadrer mon propos. Ils ont beau être bac plus 8 ou je ne sais quoi, on a vraiment des gens extrêmement formés et qui sont vite démunis face à ces réalités qui sont extrêmement complexes. Et ce sont des gens, pardonnez-moi, et c'est pour cela que j'interviens, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à entendre ce besoin de formation. C'est très difficile. Merci pour cette question. Je me permets de répondre tout de suite sur la partie formation. Je sais que tous les bénévoles qui arrivent à Mon En Marche sont formés. Ils sont formés sur ce que c'est que la pauvreté, ce que c'est que la précarité. Et ça me semble être effectivement nécessaire qu'il y ait un cycle de formation. Je sais que nous, c'est ce qu'on a mis en place, et probablement que ça va être aussi dans les autres mouvements. Et j'ajouterais qu'un bénévole, quand il vient, il faut qu'il se fasse plaisir aussi. Donc ça lui apporte souvent d'apprendre des choses, c'est pas simplement pour faire le bien autour de lui, même si ça lui fait plaisir. C'est aussi parce qu'il y trouve le plaisir et la formation passe aussi. Oui, c'est clé, la formation. Maintenant, la formation, elle est malgré tout généraliste. C'est-à-dire que, voilà, on explique aux gens, on a beaucoup de conseils d'animation où sont à parité des personnes en précarité et des personnes bénévoles et des personnes en responsabilité. Ça fait 3 tiers. Et ça met du temps à s'apprivoiser.
Parce que, comme vous le disiez très bien, on vient avec nos présupposés, on pense qu'on sait ce que c'est que la précarité, d'ailleurs on l'a vu à la télé, et puis on se prend des claques. Quand la personne d'en face, vous croyez lui dire de manière sympathique « Ah bah tiens, tu vapotes ?» Il dit « Ah oui, voilà, tu penses que je dépense l'argent qu'on me confie à des saloperies comme fumer. » Je me suis pris ce genre de claque. Et puis après, quand on est sur des choses particulières, comme l'aide scolaire, c'est difficile d'avoir une formation généraliste. C'est toujours, il faut y aller avec humilité, on croit qu'on sait, et en fait on apprend autant que la personne en face de nous. Et c'est pas toujours possible de faire cet ajustement parce qu'on a nos limites humaines, et des choses qu'on peut intégrer, d'autres pas. Donc une formation générale bien sûr, faisons-le au maximum, mais il y a toujours un moment où ce temps, cette reconnaissance de la personne d'en face, qui nous apporte au final autant que ce qu'on peut lui apporter, c'est une expérience personnelle qui met du temps à venir. La formation peut nous y aider, faire que ça advienne, mais c'est quelque chose, je pense, qui nous appartient à nous, qui appartient aux bénévoles, qui appartient aux personnes qu'on soutient. Alors, pour répondre à un peu votre interrogation, nous, au Resto du Cœur, on a un parcours d'intégration pour tous les bénévoles. Donc on a un parcours d'intégration qui comprend un certain nombre de choses, mais la principale chose que nous essayons de faire au Resto du Cœur, c'est, on dit, privilégier l'écoute des personnes accueillies, que ce soit pour l'aide alimentaire ou l'aide à la personne. On privilégie l'écoute et la collégialité, l'échange. C'est-à-dire, peut-être que tu ne sais pas répondre à la question qui te pose ou à la problématique qui te propose, mais peut-être que dans les bénévoles qui sont à côté de toi, peut-être que eux peuvent t'aider à trouver des solutions, ou t'orienter, parce que nous, au niveau départemental, on n'a pas toutes les dispositions pour pouvoir répondre aux personnes accueillies, mais on privilégie l'écoute, et c'est pour ça que c'est important ce qu'avait mis Coluche en place, c'est qu'en fait on ne fait pas que de l'aide alimentaire, on profite de l'aide alimentaire pour être à l'écoute des personnes. Et par exemple, au Resto du Cœur, nous on fait ce qu'on appelle une distribution accompagnée. C'est-à-dire qu'en fait on prend la personne accueillie, et pendant qu'elle va choisir ses produits, on va discuter avec elle. On va dire, bon, c'est quoi ton problème en ce moment? Quel est ton problème? Voilà. Et on privilégie l'écoute. On va peut-être pas forcément apporter une solution tout de suite, mais on a effectivement des programmes de formation, mais on s'appuie aussi sur l'expérience qu'on a des bénévoles qui sont là depuis 20, 25 ans, et qui ont connu des expériences différentes, et qui peuvent aider le bénévole qui est un peu plus jeune à venir. Et vous parliez de l'aide scolaire. Nous, on fait de l'aide scolaire. Mais pour les migrants, on fait de l'alphabétisation. Vous voyez, les migrants sont tous ceux qui parlent arabe. Déjà, c'est pas la même chose. Aller de droite vers la gauche vers la droite, et puis d'aller de la droite vers la gauche, les plats et les déliés. Ben nous, en fait, on a des bénévoles qui ne sont pas forcément issus du milieu professoral. On a des bénévoles qui font comme dans une maternelle. Ils leur apprennent à faire les plats et les déliés. Pourquoi? Parce que la langue, c'est la première chose qui permet à s'insérer. Voilà. Et on est vigilant également sur les parents qui parlent leur langue maternelle avec des enfants qui, eux, vont à l'école. On les sensibilise. On dit c'est bien de garder votre source, mais c'est bien aussi de faire attention à ce que votre enfant, lui, ne se trouve pas en bipolarité sur ce type de sujet. Mais tout ça, ça se fait, je dirais, dans la collégialité. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'appuyer. Un bénévole, pour moi, il ne doit pas être seul. Il est dans une atmosphère collégiale et il doit s'appuyer sur les gens qu'il connaissent. Monsieur. Vous avez commencé à aborder un peu mon sujet. Je caricature deux positions. Je suis derrière la table, je donne la boîte de raviolis avec un sourire, et ça peut durer longtemps et des années. Et une autre position qui s'est fait jour, qui a été on arrête de donner quoi que ce soit, on discute avec des gens autour d'un café, sans faire payer le sucre,
Et éventuellement même, on essaye de faire jouer quelque chose de l'ordre de l'entre-eux entre les personnes, parce que ces gens en précarité ont de quoi, les ressources, l'expérience, la niaque, pour se stimuler les unes les autres. Je crois savoir que depuis une vingtaine d'années au Secours catholique, il y a une tendance à pousser à ça, avec plus ou moins de compréhension sur le terrain. J'ai caricaturé exprès les choses. Est-ce que vous pouvez donner votre expérience et comment ça peut avancer ou pas de ce domaine-là, sans idéologie pour autant, mais avec cette préoccupation, voilà, que les gens deviennent acteurs les uns par les autres de leur développement et continuer. Voilà, merci. Alors, je vais commencer une réponse, et je pense qu'elle sera abondée par les personnes qui sont là, mais nous au Resto du Cœur, chaque centre, alors, quand c'est possible, parce que des fois on a des petits centres, quand vous avez 50 mètres carrés, c'est pas toujours facile de faire les choses, mais des fois on les fait dehors. Mais on a un point d'honneur à avoir un point café. Le point d'accueil, c'est un point café. Là, les personnes accueillies discutent entre elles et discutent aussi avec les bénévoles. Et c'est là où on a beaucoup de choses qui remontent, bien souvent. Et ensuite, comme vous le dites, alors on a encore des centres, malheureusement, avec le Covid, ils sont un peu restés dans cet aspect de distribution non accompagnée, mais la distribution accompagnée est le plus important pour nous pour connaître la problématique des personnes accueillies. Donc voilà. Désolé, j'ai essayé de pas trop. Oui, on est sur les mêmes longueurs d'onde. C'est plus de 20 ans par ailleurs. Moi, j'étais bénévole il y a 40 ans, c'était déjà comme ça. On est dans la distribution accompagnée. C'est-à-dire que si les gens ont un besoin de distribution, voire de soutien financier, et qu'on peut le donner, quand des moyens nous le permettent, évidemment, il faut le faire. Mais la valeur que nous pouvons développer, la valeur principale, c'est l'accompagnement. C'est connaître la personne, la reconnaître en tant que personne et pas simplement en tant que ventre à nourrir, comme on entend quelquefois. Et c'est vraiment là-dessus qu'on pousse depuis longtemps nos efforts, notre pédagogie. Et c'est pas simple, parce que j'étais il n'y a pas longtemps dans une ville en province, il y a des gens qui ne savent pas passer de l'autre côté de la table. Il y a des bénévoles qui pourront faire le petit déjeuner le matin à l'accueil du jour, mais ne se sentent pas d'aller discuter et puis elles ne passeront jamais. Il faut prendre les gens là où ils sont. La pédagogie, c'est leur proposer d'aller de l'autre côté de la table parce qu'ils s'enrichiront en le faisant, parce qu'ils apporteront plus à la personne et à sa reconnaissance. Certaines personnes ne savent pas le faire, il faut le respecter et faire avec. Ça, c'est pas le plus simple. Donc oui, important, la distribution accompagnée, je vais vous repiquer ce terme-là. Merci beaucoup à tous les quatre, merci à vous. Peut-être qu'on peut continuer de manière informelle les échanges autour d'un café. Voilà. Et puis bonne suite de festival à tout le monde.